très belle et heureuse nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur pour 2020. Très bonne année 2020. Au mois d'avril, on a pu se séparer de notre attestation. Enfin, la version papier, parce que c'est la version numérique qui est arrivée sur nos smartphones. Évidemment, comme on est toujours confiné, l'actualité va principalement se centrer autour du Covid. Le 1er avril, la mission d'information sur la gestion, l'impact et les conséquences de l'épidémie de Covid-19 de l'Assemblée nationale a mené ses premières auditions. Ce sont le Premier ministre Édouard Philippe et son ministre de la Santé Olivier Véran qui ont ouvert le bal. Le 2 avril, on dépasse les 5000 morts en France, mais on garde quand même espoir et le mot déconfinement apparaît dans les médias. D'autant plus qu'un monsieur déconfinement est nommé au gouvernement, il s'agit de Jean Castex. Le 3 avril, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer annonce que le bac et le brevet se feront en contrôle continu. Et puisqu'on est dans l'éducation, avec les vacances scolaires de Pâques qui arrivent, on a peur que les Français jouent aux irréductibles gaulois et qu'ils se relâchent quant au respect strict du confinement. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures de contrôle strictes. Et pour en rajouter une couche, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, joue sur la culpabilisation des victimes. Ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. Le 7 avril, la France passe la barre des 10 000 morts. Mais Emmanuel Macron se prend un bain de foule à Pantin. Le 13 avril, nouvelle allocution présidentielle. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Avec cette annonce vient celle tout de même de la réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. Le 14 avril, on dépasse les 15 000 morts de Covid-19 en France. On annonce le lendemain le report du Tour de France à fin août. Concernant la gestion sanitaire, on frôle quand même la panique. Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Déjà, on craint la rupture des médicaments, notamment ceux qui servent pour la lutte contre le Covid dans les hôpitaux. On se met alors à se dire qu'il serait bon de relocaliser la production pharmaceutique en France pour ne plus dépendre de l'Inde et de la Chine. Ensuite, les masques. On commence à nous dire qu'il serait bien d'en porter. Mais on n'en a toujours pas, alors l'association française de normalisation, la fameuse AFNOR, nous met des tutos en ligne pour en fabriquer nous-mêmes. Si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Certaines villes prennent déjà des arrêtés municipaux pour rendre le port du masque obligatoire. La première est Nice, dont le maire a promis qu'il distribuerait des masques à toute sa population. Il est notamment suivi par les maires de Sceaux et Royan. Mais le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, réclame le retrait de ces arrêtés. Enfin, les tests. Tout comme les masques, on n'en a pas assez. L'objectif que le gouvernement se donne est de pouvoir réaliser 500 000 tests par semaine au déconfinement. Mais on est à la traîne par rapport aux autres pays. Selon l'Organisation pour la coopération et le développement économique, la proportion de Français testés au 15 avril est de 5,1 pour 1000 habitants, c'est 3 fois moins que la moyenne des autres pays. Bonne nouvelle quand même, on commence à percevoir le profil type des personnes les plus à risque, il s'agit d'hommes âgés et en surpoids. Côté économie, on remercie ceux qui travaillent en faisant plein de belles annonces. Prime pour les fonctionnaires mobilisés, prime pour les soignants et aide d'urgence pour les ménages les plus modestes. Mais de son côté, le président du MEDEF, le syndicat des patrons comme on dit, annonce déjà que pour sortir de tout ça, il va falloir travailler plus. Et la secrétaire d'État à l'économie abonde dans ce sens. Ce qui suscite des réactions indignées à gauche comme à droite. Non mais qu'est-ce qu'on veut là ? On veut rendre fous les Français ? Pendant ce temps-là, Laurent Burelle, président de l'Association française des entreprises privées, présenté comme le lobby des grandes entreprises françaises dans les médias, fait scandale. Son groupe Plastic Omnium a recours massivement au chômage partiel, mais il est hors de question pour lui de renoncer à ses dividendes de 30 millions d'euros. Les grandes entreprises, si elles ont besoin de trésorerie et qu'elles demandent l'aide de l'État, elles ne peuvent pas, elles ne doivent pas verser de dividendes. Bien sûr, on a d'autres polémiques, comme cette étude sur la finance durable prenant en compte des facteurs environnementaux et sociaux, confiée par la Commission européenne au gestionnaire d'actifs BlackRock, qui fait hurler les écologistes. Il faut dire que BlackRock est l'un des plus gros investisseurs des grandes compagnies pétrolières, donc le conflit d'intérêts est pas mal. Ou bien les tarifs exorbitants de la morgue provisoire de Rungis, 55 € l'heure de recueillement. L'opérateur funéraire OGF a finalement dû annoncer qu'elle prendrait en charge ses frais. Et bien sûr, les propos de Christophe Lannelongue, directeur de l'ARS Grand Est, qui, en pleine pandémie et alors qu'on applaudit les soignants aux fenêtres tous les soirs, annonce que le plan de suppression de 174 lits et près de 600 postes dans le centre hospitalo-universitaire régional de Nancy poursuivrait sa trajectoire.
il a finalement été limogé sur demande d'Emmanuel Macron. Mais je voulais surtout m'attarder sur la difficulté que le gouvernement a avec l'information qu'il confond avec communication. Je vais prendre un exemple. Le 9 avril, Emmanuel Macron rend visite au centre hospitalo-universitaire Bicêtre dans le Val-de-Marne et l'Élysée tweet ça. Alors on se dit super, il a rendu visite aux soignants, a fait un discours sympathique et tout le monde s'est applaudi dans la joie et la bonne humeur. Seulement le lendemain, une représentante CGT du même hôpital donne une toute autre version dans Le Parisien. Juste avant la vidéo, une infirmière, syndiquée CGT elle aussi, a interpellé le président sur ses conditions de travail. Ce n'est surtout pas Macron que nous avons applaudi à son invitation. Cette collègue a pris la parole de manière viscérale pour parler des conditions de travail des soignants et des problèmes que nous rencontrons. L'image de l'échange, Europe 1 a fini par l'obtenir, mais ce sont des images amateurs car la presse n'était pas conviée. Et c'est bien là le problème. Le jour même de cette visite, l'association de la presse présidentielle a publié un communiqué pour alerter de la dégradation inédite dans un quinquennat de la couverture des déplacements présidentiels. Moi, je construis des marionnettes. À l'international, le Covid rend le monde fou. On se retrouve avec une guerre des masques, avec de sombres histoires d'acheteurs américains qui triplent le prix des masques sur le tarmac. Aux Philippines, le président Rodrigo Duterte appelle à tirer sur la population qui ne respecterait pas le confinement. Et des complotistes incendient des antennes 5G au Royaume-Uni, persuadés qu'elles propagent le coronavirus. Heureusement, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, est là pour calmer tout ça. Elle fait une annonce solennelle aux Britanniques. Il faut dire que l'heure est grave au Royaume-Uni. Même le Premier ministre Boris Johnson, complètement coronasceptique au début, chope le Covid et se retrouve admis en soins intensifs. Une note positive quand même, la ville de Wuhan, d'où est parti le virus, est déconfinée le 7 avril. Mais déjà, on se pose des questions sur leur bilan en se demandant s'ils nous auraient pas caché quelques cadavres. On ne nous dit pas tout. Côté politique, Bernie Sanders met fin à sa campagne. C'est Joe Biden qui représentera les démocrates pour la présidentielle américaine prévue le 3 novembre. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé et candidate à l'élection municipale à Paris, remet sa blouse de médecin pour aider à la lutte contre le Covid-19. Et Olivier Véran rejoint Agnès Buzyn justement et Édouard Philippe dans le clan des membres du gouvernement contre lesquels des médecins portent plainte pour leur gestion de l'épidémie. Le 5 avril, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, prend la parole. I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19. Car oui, les violences conjugales et intrafamiliales augmentent avec le confinement. Le lendemain, le gouvernement français lance un numéro national dédié aux auteurs de ces violences. Pour aider les femmes dans un autre registre, l'accès à l'IVG médicamenteuse est prolongé de 9 semaines. Pour ne pas que ce confinement entrave au droit à l'avortement. Mais dans les médias, on semble reculer sur la visibilisation des femmes. On le voit avec cette une du Parisien pour qui seuls des hommes semblent aptes à imaginer le monde d'après. Le quotidien a finalement présenté ses excuses. Dans l'actualité hors coronavirus, le 4 avril, un attentat à Romans-sur-Isère nous rappelle que la menace terroriste est toujours présente en France. Un incendie à Tchernobyl finit de nous convaincre que 2020 est l'année de la fin du monde. Et la mort du chanteur Christophe nous achève le 16 avril. J'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Mais durant ce mois d'avril que l'on a entièrement passé confiné, nous avons aussi pris conscience de ce qu'il se passait dans les EHPAD, et ça je vous en parle dans la prochaine vidéo. Et finalement, le grand gagnant de cette crise sanitaire, c'est le bidet, dont les ventes ont augmenté de 191% au mois d'avril.